Je vous remercie. Donc oui, d'autant qu'il y aura une certaine cohérence, puisque en ce qui me concerne, je vais intervenir sur la politique américaine, donc ça fera un utile contrepoint à la politique européenne. Alors, pour les États-Unis, on n'est pas exactement dans la même problématique que l'Union européenne, puisque depuis maintenant 10 ans, les États-Unis interviennent au Sahel, avec différents programmes, notamment un qui est le TSCTP, le partenariat transsaharien contre le terrorisme. Et donc je vais centrer mon intervention sur ces programmes, ou ce programme américain, les débats qui l'ont entouré, sa philosophie, et essayer d'esquisser des enseignements et un bilan de son résultat 10 ans après. Alors, aujourd'hui, l'augmentation de l'insécurité et de l'instabilité au Sahel donne l'impression, ou montre les limites en tout cas de l'approche américaine dans la région. Ceci étant, derrière les critiques qui pèsent sur cette approche, pour moi, il y a des leçons qui sont intéressantes, et cette approche américaine n'est pas sans intérêt ni même pertinence. Donc, le principal programme américain dans la région du Sahara, comme je disais, est le partenariat transsaharien contre le terrorisme. Alors, c'est un programme parmi d'autres. Je veux dire par là qu'il y a des actions secrètes qui sont menées par les États-Unis, et il y a également une aide bilatérale qui est menée et qui se juxtapose au partenariat transsaharien. Alors, le TSCTP est un programme interagence qui inclut le département d'État, l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et le département de la Défense. Il a été mis en place en 2005 et remplace l'initiative Pan-Sahel, qui est un programme daté de 2002, doté d'un budget de 8 millions de dollars et destiné à former des compagnies de sécurité de 150 hommes au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger. Alors, outre ces 4 pays sahéliens, le TSCTP inclut l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le Nigeria et le Sénégal. C'est donc une vraie approche régionale. Plus ambitieux également dans les thématiques et dans les domaines abordés, puisque là où le PSI, donc l'initiative Pan-Sahel, se limitait à de la formation d'hommes, le TSCTP, lui, continue les efforts dans ce domaine-là, ajoute également de la fourniture d'équipements, mais surtout des programmes de lutte contre l'extrémisme et la radicalisation. Donc c'est une vraie approche qui se veut globale dans les dimensions abordées. La Libye, d'ailleurs, invitée à intégrer le TSCTP, a refusé, puisqu'elle estimait qu'elle pouvait juguler la menace terroriste sur son sol seul et qu'elle pouvait mener des programmes régionaux avec ses voisins de son côté. Alors, le volet militaire du TSCTP est assuré par l'opération Enduring Freedom Trans-Sahara, l'OFTS, qui a été récemment renommée Opération Uniper Shield et qui est placée sous le commandement de l'AFRICOM, donc commandement des forces américaines en Afrique, créé en 2007 et basé à Stuttgart en Allemagne. Concrètement, il y a 2 actions qui sont mises en place. Les premières qui sont destinées à améliorer l'efficacité des forces locales par le biais du partage du renseignement, de formation. D'ailleurs, dans ce cadre, on peut mentionner qu'en janvier dernier, des soldats de forces spéciales américaines se sont installés à Attar, en Mauritanie, et dont elles étaient parties en juin 2008 suite au coup d'État. Et également renforcement de l'interopérabilité, fourniture d'équipements. Deuxième forme, dans le cadre de l'opération Uniper Shield, c'est l'organisation d'exercices conjoints, les exercices Flintlock. Donc la première édition a eu lieu en 2005 et la dernière édition, Flintlock 12, qui aurait dû se tenir entre le 27 février et le 18 mars au Mali, a elle été annulée. Alors, dans sa philosophie, le TSCTP est à la confluence de plusieurs courants de pensée, au moins 3. Déjà, la conviction qu'une approche intégrée et globale intervenant dans différents champs, donc politique, économique, militaire, culturel, est la plus à même de répondre aux défis du Sahel, défis des États fragiles de cette région. Deuxième courant de pensée, le président Bush et son administration souhaitaient, lorsqu'ils ont lancé le TSCTP, limiter la présence américaine avec un double effet recherché, ne pas attiser les tensions et violences dans la région, et éviter une réédition du scénario somalien lors du Somme 2 en mars 93, mars 95, au cours de laquelle les États-Unis ont perdu 17 soldats et 2 hélicoptères les 3 et 4 octobre 93. C'est l'affrontement popularisé par Ridley Scott dans son film La chute du Faucon Noir. Donc dans cette perspective, priorité est donnée à la coopération avec des alliés locaux, ce qui suppose de renforcer leurs capacités en formant et équipant leurs unités.
Et troisième courant de pensée, donc ce choix de l'approche indirecte a été renforcé par les difficultés rencontrées en Irak et en Afghanistan et l'écho des travaux de l'officier australien David Kilcullen, qui a publié notamment en 2009 un ouvrage intitulé The Accidental Guerrilla, dans lequel il travaille sur, où il met en avant l'impact que peut avoir l'arrivée de soldats occidentaux sur un théâtre étranger et les conséquences en termes de crispation et de tension au niveau des populations locales. Alors dès sa mise en place, le TSCTP a été l'objet de débats et de discussions sur son efficacité. En 2008, le United States Government Accountability Office adressait 4 reproches au programme. D'une part, une absence de stratégie intégrée. Le département d'État, l'USAID et le département de la Défense développaient chacun des approches séparées. Deuxième reproche, des désaccords sur la direction des personnels militaires, donc personnel relevant du département de la Défense, sur lesquels le département de la Défense voulait garder la main, alors que pour autant c'était le département d'État qui était chargé d'assurer la coordination du TSCTP. Troisième reproche, un manque de continuité dans l'attribution des fonds. L'USAID, par exemple, a dû suspendre son activité au Mali en 2006, alors que pourtant elle avait mené des actions en 2005 et en 2007. Et quatrième reproche, un manque d'outils pour mesurer qualitativement les résultats des actions menées. Alors une deuxième grande critique qui est plus profonde et qui a longtemps pesé sur le TSCTP concerne l'importance accordée à la dimension militaire de la coopération, puisque le département de la Défense représentait pour les années 2006, 2007, 2008 près des 3/4 des financements du programme. Donc 2006, 39 millions de dollars pour le ministère de la Défense et 10 millions pour le SAID et le département d'État. Pour 2007, c'est 118 millions pour 37 et pour 2008, 92 pour 31. Alors cette importance des fonds apportés par le département de la Défense peut s'analyser de deux manières. D'une part, dans des États faibles, le renforcement des capacités militaires est considéré comme une priorité. Et d'autre part, au sein de l'institution militaire américaine, dans ces années-là, la doxa dominante est que les forces armées sont légitimes pour mener des actions de développement. Je vous rappelle, on est quand même dans le contexte Irak. Irak, c'est toute la réflexion menée par les Américains sur la COIN, donc la contre-insurrection. Alors cette critique sur la militarisation du Sahara a depuis perdu de son acuité. Le budget 2012 pour le TSCTP montre en effet que la part du département de la Défense a diminué au profit de l'USAID et du département d'État, puisque OEFTS, donc Enduring Freedom Trans-Sahara, représente ou pèse pour 46 millions de dollars et l'USAID et le département d'État 52 millions, donc on est à peu près dans un rapport de 50-50. Donc accroissement des actions civiles au détriment de la dimension militaire ces dernières années. Cependant, et ce sont les derniers, je finirai cette partie sur les débats là-dessus, les soubresauts du Mali durant l'année 2012 ont relancé les discussions sur l'efficacité du TSCTP, qu'il s'agisse de son impact sur des forces armées maliennes restées de très bas niveau, qu'il s'agisse également des règles de gouvernance démocratique et du respect de ces règles par les forces armées maliennes, je ne vais pas développer, et également de l'absence de réelle coopération régionale malgré quelques frémissements à 2-3 moments, notamment en décembre 2011. Alors, pour finir, je vais faire quelques remarques et voir quels sont les enseignements qu'on peut tirer du TSCTP et de l'expérience américaine. Donc déjà, faisant suite aux recommandations du GAO, le Bureau Afrique de l'USAID a lancé en 2010 une évaluation dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme dans 3 pays, Niger, Tchad et Mali. Or, selon les évaluateurs, certains programmes ont un impact. Donc il y a un effet, notamment les émissions radiophoniques qui promeuvent la paix et la tolérance, mais dans le même temps, dans certains domaines comme les domaines culturels, notamment sur la question de l'islam, des États-Unis ou d'Al-Qaïda, en termes de perception, les réponses aux sondages ont montré les limites des actions menées, semble-t-il selon les évaluateurs, en raison du manque de coordination et d'intégration des différents programmes. Deuxième limite mise en avant par les évaluateurs du Bureau Afrique de l'USAID, lors des entretiens, les populations locales ont manifesté des attentes fortes dans le domaine du développement et de l'emploi, témoignant ainsi d'une perception des programmes américains en décalage avec leur objectif initial, à savoir faire émerger des leaders modérés et des voies alternatives pour résoudre les tensions, non offrir des emplois et une vie meilleure. Alors, au regard de ces conclusions et de l'évolution de la région depuis un an, il est possible de dégager plusieurs enseignements de l'approche américaine. Donc d'un point de vue institutionnel, une approche intégrée requiert une autorité pour l'organiser et la coordonner, capable de s'imposer aux différentes agences engagées, parce que finalement le département d'État et le département de la Défense sont à peu près au même niveau dans l'organigramme institutionnel américain, et donc ce qui a entraîné une difficulté pour le département d'État à imposer ses choix au département de la Défense.
Deuxième enseignement, la coordination de la politique extérieure américaine au niveau régional est nécessaire. Ça, j'en suis convaincu, ne serait-ce que pour harmoniser les différents programmes. Mais en raison des limites de la coopération entre les États sahéliens, le cadre premier d'action de la stratégie intégrée reste les États, voire même des régions spécifiques de ces États. Et là, je pense au Nord Mali. Troisième enseignement, il est essentiel de mettre en place, dès le déploiement du programme, des outils de mesure des résultats centrés sur les cibles des programmes et d'adapter les actions en les corrigeant ou réorientant sous peine de perdre un temps précieux. Et quatrième enseignement, il importe de faire œuvre de pédagogie sur les raisons d'être de l'assistance et de l'engagement, ce qu'il est et n'est pas, tout en considérant les attentes des populations locales, ne serait-ce que pour éviter les frustrations. Alors, in fine, les maux récents du Mali ne sauraient être, selon moi, attribués seulement aux carences de la politique américaine au Sahel et ne remettent pas en cause la philosophie du TSCTP. Par contre, ils doivent inciter à la modestie dans les projets mis en place. De même, ils interrogent deux dimensions de l'approche américaine. La grille d'analyse retenue, d'une part, et d'autre part, sa capacité à anticiper et à peser sur les acteurs locaux. Bref, c'est donc plutôt les modalités d'une mise en œuvre qui doivent être mises en cause que des grandes orientations stratégiques. Alors, pour finir rapidement sur l'évolution récente du Nord Mali depuis début 2012, donc les États-Unis ont adopté en tout cas une position assez intransigeante à l'égard des autorités maliennes, demandant des élections dans le nord et des élections dans le pays, notamment dans le sud, et étant assez sceptiques sur une intervention militaire dans le nord. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui renforce très clairement, à mon sens, leur position, puisque face à la légitimité des armes, il y a guère autre chose, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que la légitimité des urnes, et que l'un des vrais problèmes aujourd'hui pour la communauté internationale, États-Unis comme Union européenne ou Européens dans la région, c'est d'arriver à peser sur les processus et d'arriver à peser sur les acteurs locaux. Je vous remercie.